Salut à toi qui va démarrer ce tuto. Alors qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui on va se mettre le challenge de pendant une heure découvrir Angular 19 voire même 20. On va aller développer Angular 20 mais on va voir tout ce qui est jusqu'à Angular 19. On va développer ensemble un projet, toi et moi, ouais. On va aller développer un projet de A à Z où on va aller voir les composants, la partie input-output, bien comprendre ce que c'est. On va aller voir toute la partie je requête une Web API, je vais aller la charger, on va gérer du routage, on va gérer du formulaire. Bref, on va voir vraiment l'étendue rapide en une heure de Angular 19 avec même une CLI qui va nous générer Angular 20. Pour ce faire, on va même pas installer la ng en global de notre session, on va utiliser npx-ng, comme ça on est tranquille, on a la dernière version. Pour preuve, ici, si tu te mets sur Angular Next et on se met sur la partie V19, voilà, non, c'est le repo que j'utilise, V19, 19, voilà, ça va être version. Ok, c'est D19. Youpi. Si on fait, regarde, npx ng, version, on va savoir quelle est la version qui est en cours. Ça va être la 20, 20.0.0.next. On est tout proche de la 20. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un npx et on va faire un ng. Et donc là, on va faire un generate, ng-new, avant de generate. ng-new, c'est pour créer ton projet. ng-new, c'est pour créer ton projet. Donc, on y va, on va démarrer un projet. Il y a deux façons de créer le projet. La première façon, ça va être vraiment en ce qu'on appelle simple application, vraiment un workspace, un espace de travail qui est une application. Et la deuxième façon, plus professionnelle, on va avoir une application et des possibilités d'avoir d'autres applications dans ce qu'on appelle un monorepository. Ce que je vais te montrer là, c'est l'approche monorepository, donc vraiment l'idée de pouvoir développer plusieurs applications, même plusieurs librairies Angular qui vont s'appeler entre elles potentiellement. C'est vraiment beaucoup plus propre dans un travail professionnel. Donc on y va, on va faire un ng new, et là on va l'appeler, on va faire une ludothèque, ce que j'ai l'habitude de faire, ludothèque, ici, une ludothèque autour de nos vidéogames. Ok, on va faire tiret. Donc ça c'est notre workspace, donc on va faire un tiret WS pour workspace, et on va faire tiret create application est égal à false. Donc tu vois ici, j'ai écrit application. Ok, super. Ici, donc, ça va nous générer un dossier qui va nous représenter l'ensemble du workspace. Il n'y a rien de préparé, il n'y a aucune application Angular. L'application Angular, c'est vraiment quelque chose qu'on peut exécuter du côté web. Donc, c'est pas ça qu'on va pouvoir faire ici. On va devoir utiliser une nouvelle commande, donc ce qu'on appelle avec la CLI, qui va être ng. Donc c'est parti, npx ng. Et là, on va se mettre d'abord dedans, vérifie bien que tu es dedans, voilà ici. On va faire donc npx ng, new generate, et app. Là, on génère une application dans notre workspace. ng gapp est la commande à connaître. Ici, j'utilise npx. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne veux pas utiliser ma CLI globale, celle que j'ai installée, ou que je n'ai pas installée. Tu n'as pas besoin de l'installer ici. Au moins, ça appelle celle la dernière. Tu peux même préciser la version que tu souhaites. Ok, ng app. Et là, on va faire donc, du coup, on va l'appeler ludothèque. Ludothèque comme ceci. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me demander plusieurs questions. Ça va aller m'inviter, la CLI, est-ce que tu utilises du CSS, du SAS, du LESS, etc. Ici, on va pas s'embêter, on va partir sur du CSS, même si tu pourrais faire du SAS, c'est très bien. Il va te demander si tu veux faire du SSR, CSG, tout ce système. En fait, c'est-à-dire, en gros, est-ce que je veux pouvoir avoir mon moteur Angular qui s'exécute du côté serveur ou du côté client? Là, on va faire vraiment une application SPA normale, Single Page Application. Donc, on va faire non. Et voilà, c'est parti, ça génère tout. Première étape. La deuxième étape, on va aller construire notre premier composant. Notre premier composant qui va lister, qui va tout lister. C'est parti. Donc ouais, ici, regarde, ici on va dans SRC, on a bien notre application. Tu vas dans AngularJSON, c'est le point important à connaître, tu vas dans AngularJSON et tu vas voir qu'ici, on a bien notre projet Ludothèque. Ici, il est là, Ludothèque. Tu vois qu'ici, en fait, on a une liste de projets qui est exactement identique à Project Ludothèque. Impeccable, non? Super. Donc, ce qu'il y a à connaître ici, c'est le préfixe. On va le rechanger. On va faire LDK pour ludothèque. Comme ça, en fait, tu verras, tous nos composants auront ce préfixe. On voit que la page de base, c'est index.html, et on voit que le code de base, c'est main.ts qui va se transformer, puisque c'est du TypeScript en JavaScript. Durant ce tuto, je ne vais pas du tout faire de tuto autour de TypeScript. Je t'invite d'ailleurs, à aller voir tout le tuto qui est en 11 étapes pour apprendre TypeScript. Dans cette chaîne même, tu vas aller voir, il y a une playlist pour apprendre TypeScript. Ok,
On y va. Donc là, on va rester sur Zone.js, même si moi, j'ai plutôt envie de faire un système où je suis sans Zone.js. En vrai, j'aurais pu le faire vraiment au démarrage, mais je vais te montrer comment le faire sans. Zone.js, c'est quelque chose qui est de l'ancien temps, qui commence à disparaître. Angular 19, c'est encore présent, mais d'ici peut-être la 21, la 22, ils vont souhaiter vraiment l'enlever. C'est quelque chose qui nous permettait pas mal d'automatisation, mais qui amenait de la lenteur. Donc nous, on va essayer de le faire. Attention, ce que je te montre n'est pas production ready. Ne va pas livrer ce que je te montre ici en production. Hein, c'est ce qu'on va faire, mais il y a encore des bugs, hein, donc on va faire attention. Ok, on va ici, là c'est bon, Bootstrap Application, c'est ce qui va démarrer notre application. Tu noteras ici d'ailleurs que en Angular 20, il n'y a plus app component. Le nom de ma classe, ici c'est app, c'est une grande nouveauté, on peut le voir ensemble. C'est top, hein, donc c'est du Angular 20, Angular 19, donc on voit un peu les deux. Angular 20, hein, on est en, vous avez vu quoi, tu as vu, ici en RC3, donc on est tout proche, mais on n'est pas encore dans la livraison finale, qui est d'ici à peu près un mois et demi, si tu regardes cette vidéo au moment où elle est sortie. Ok, qu'est-ce qu'on peut noter donc? Donc du coup ici on a notre app avec notre app CSS, notre app ng. Avant ça s'appelait appcomponent.html, maintenant c'est ng.html. Et là tu découvres ici l'app route, c'est super. Ok, on a nos specs qui nous permettent d'avoir toute la partie des tests unitaires de notre application. On n'en parlera pas durant ce tuto. Très bien, on va aller voir dans notre app et tu découvres quoi? Ici, le routeur outlet, l'app route, qui est notre selector, le selector qui va être retrouvé dans l'index HTML. C'est à partir de là que Angular va savoir comment aller injecter le HTML par composant. App route ici, c'est donc notre composant qui s'appelle, il est ici, app coucou, voilà, et c'est app route qui est cherché là. Donc là, il y a le lien entre les deux, d'accord? Chaque selector est une balise HTML, ok? Balise HTML qui va être reconnue par le moteur Angular. On voit qu'il y a un template et on voit qu'il y a un CSS. Tout peut être fait dans un seul fichier. Moi, je vais travailler vraiment sur ce qu'on appelle du multifichier, c'est-à-dire du template, du style et notre composant qui gère le tout. OK? Ici, on va enlever cette partie-là. Et je vais finir par un dernier point. Ici, on a la partie appconfig qui est le démarrage, vraiment la configuration de notre application. Et qu'est-ce qu'on va aller rajouter? On va garder la partie routeur, mais on va aller vers, même si je t'invite en production, si tu veux aller vraiment en production Angular 19, de garder la ligne 8. Hein. Très important, garde bien la ligne 8. Mais ici, on est sur la découverte aussi. On va aller sur du provide, donc expérimental. Tu vas taper expérimental et tu vas découvrir le provide experimental zoneless. Ça, c'est une bonne partie pour comprendre ce qui va se passer dans le futur d'Angular. Donc, je t'invite à l'utiliser, au moins pour tester. Tu ne serais donc pas en prod, pour vraiment... Pas en prod, tu vas faire ces tests. Tu seras en production, tu utiliseras bien le change detection, donc Zone.js. D'accord? Ok, à partir de là, on est sans change detection de Zone.js. C'est très bien, mais c'est encore instable. Donc, fais bien attention. Ok, on continue. Ici, notre routeur outlet, on va en avoir besoin, on en parlera plus tard. On va dans notre ng et je t'invite à supprimer tout ça. C'est très joli, mais ça ne nous sert pas. Par contre, tu vas laisser ici le routeur outlet. Outlet, qui va nous servir pour la partie routage. D'accord? Ok, ici, il va nous dire quoi? Très bien, app, routeur outlet. Il te dit, écoute, ça serait bien d'avoir le routeur outlet qui est là, c'est super. Bon là, c'est normal hein, qu'il n'y ait pas de reconnaissance, puisqu'en fait, ton Angular 20, il est un peu perdu, hein, ici, et c'est un peu dommage. Ok, bon, on va tenter de faire, déjà tester ça, on va faire un npm start pour lancer l'application. Première étape, tester que ça fonctionne bien et qu'il n'y a rien d'affiché. On va aller voir ce qu'il nous dit. On va laisser bien compiler, et tu vois, ça y est, ça a compilé. Ok, donc ça génère une application en local. Pour l'instant, on est en local, on ne publie pas en production, et on peut tester en local. N'éteins pas ici, toi ici, notre composant et notre application est chargée. Hein, et tous les composants qui vont être générés vont être chargés et donc réexécutés. C'est-à-dire ici, si je mets un titre, regarde bien en bas, si je mets un titre, H1, ludotech, regarde ce qui va se passer en bas. Zut, H1. D'ailleurs, on le voit, hein, ça se compile et ça me dit des erreurs. Regarde bien ce qui est écrit. Voilà, ça se recompile en live. D'accord? Donc on va chercher l'URL qui s'appelle donc la 4200. Cette 4200 me dit quoi? Écoute, c'est très bien, mais le tag 1, ça n'existe pas. Bah oui, c'est normal, puisqu'en fait, ici, il n'a pas rafraîchi. Voilà, il s'est juste pas rafraîchi. Ok, on a bien ludotech, c'est impeccable. Youpi, on a gagné. Alors, c'est qui a généré ludotech? C'est notre app component. On va donc partir maintenant sur une étape supplémentaire, c'est-à-dire que maintenant on va créer notre premier composant. Et tout de suite, on va aller le construire par une route pour que tu comprennes bien ce que c'est une route. Hein, l'idée, c'est quoi? C'est de gérer un chemin par rapport à un chargement de composants. Ça va être intéressant, comme ça on pourra déjà tester. Donc pour ce faire, en fait, on va aller tout de suite introduire une notion de routage. On pourrait le voir par composant, mais déjà, comme ça, tu pourras déjà apprendre à naviguer à travers tes composants. Donc on va faire un pseudo-menu, et pour ça, on va créer notre premier composant. Je t'invite ici à laisser cette page tourner et regarde, tu splits dans VS Code, tu splits ici en deux. Donc on va se remettre sur notre ludotech. Et donc ici, tu vas faire un npx, ng.
npxng, et donc on va aller générer notre premier composant. Notre premier composant qui est un menu principal. Donc le menu principal, on pourrait l'utiliser un peu partout. On peut se dire que c'est quelque chose qui est assez partagé, même si ce n'est pas totalement le cas. Ici, je vais le mettre dans la partie shared UI, et comme ça, on aura les menus. Donc on va faire shared, on va créer notre dossier UI, on va faire menu, et on va faire main menu. Tu remarqueras que j'utilise ce qu'on appelle le kebab case, c'est-à-dire tout en minuscules séparé par des tirets. Tu le notes ici avec main menu. Ok, ça c'est vraiment un formalisme à respecter du côté Angular. D'ailleurs, la NG, ici notre CLI, est capable de reconnaître ça pour générer ce qu'il faut. Donc garde bien. N'écris pas component, ce n'est plus du tout la norme, et d'ailleurs avant il l'ajoutait, Angular 19, Angular 18 et jusqu'à Angular 2. Maintenant à partir d'Angular 20, il ne va même plus l'ajouter. Ok, on y va. On génère ça, et voilà ce qu'il a généré. Donc ça, c'est aussi la nouveauté. Quand tu as l'habitude de Angular 19 et avant, tu vois qu'ici, il n'y a plus du tout la notion de component. Main menu s'appelle main menu. Moi, il génère un import qui n'est pas toujours sexy, j'expliquerai ce que c'est après. Ok, on voit qu'on a un ng, c'est le HTML. Ce qui serait bien, en fait, c'est donc d'avoir ici un système qui nous permette de gérer les routes. Donc on va faire quelque chose de rudimentaire pour l'instant. On ne va pas faire du beau dans ce tutoriel, même si on pourrait. On va vraiment se concentrer sur les fonctionnalités d'Angular. On va faire un li. Et donc là, on va faire un A. Et surtout, tu ne dois pas faire de href. Le href, ça va te permettre d'aller faire des requêtes réellement HTML, c'est-à-dire aller faire une requête vers le serveur. Ici, ce n'est pas du tout ce que tu veux. Tu veux rester du côté client. Car, en fait, une technologie dite SPA, Single Page Application, c'est une technologie qui te permet de garder tout le code de tes composants, donc d'Angular, du côté client. On va rester du côté donc navigateur. Tout le reste, il n'y a rien. En fait, du côté serveur, il n'y a rien. Il y aura par contre nos web API qui fournissent du JSON. Une web API, c'est quoi? C'est un site web qui fournit, en fait, qui va lire des données, et au lieu de générer du HTML, du rendu, il va générer du JSON. C'est le format. Alors, une web API peut fournir du XML, du binaire ou autre, mais le formalisme aujourd'hui reconnu, le format standard, c'est le JSON. Donc, il va fournir ces données, et la web API nous fournit un contrat, et donc des données de lecture par rapport à ce contrat. Et donc, tu vas avoir des web API de type GraphQL, des web API de type RESTful, par exemple, ou REST. Donc, nous, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, surtout, si tu veux requêter vraiment une URL qui correspond à un composant du côté client, une fois que tout est chargé, tu ne vas surtout pas utiliser un href, mais router link. Router link, ça va être ta route qui va permettre de charger. Donc, nous, on va faire la page d'accueil, home. On va faire un home component. Et on va faire, donc ici, ça va être home. Et on va faire une deuxième route qui va s'appeler, donc du coup, c'est nos films. Donc, on va l'appeler nos video games. OK. Donc là, tu mets mes films. Super. Router link, tu vois qu'ici, router link, on pourrait le mettre avec des crochets, j'en parlerai pas là pour l'instant. Et tu vois qu'ici, ce router link, on le connaît pas. Il est pas on en a encore jamais parlé, normal, c'est le début. En fait, ce router link, c'est une directive qui va être capable de lire l'information et va compléter le A pour générer ce qu'il faut pour qu'Angular le connaisse. Donc, il va être capable de choper l'URL qui est mis là-haut dans notre navigateur et grâce au routeur, un système de routage qui est intégré dans Angular, il va faire la correspondance entre cette URL et le composant. Donc tu vas voir, on va aller paramétrer ça. Ok, on y va. On va dans le main menu et dans le import, c'est là qu'on va le découvrir, on va intégrer tout ce qui nous sert pour faire fonctionner notre composant. Donc tout ce dont tu vas avoir besoin pour alimenter ton composant, des directives, des pipes et tout ce système-là, tu vas le mettre ici. Donc là, on va faire router, ici, link. Et voilà, tu viens d'importer ce qui t'intéresse. Là, ici, c'est normal qu'il pleure parce qu'en fait, le système que j'ai de l'extension, la méthode, ici, là, les extensions que j'ai, elles ne sont pas mises à jour pour Angular 19 et Angular 20. Donc là, il dit, écoute, ça devrait être standalone, ça l'est bien. Tu remarqueras d'ailleurs qu'il n'y a plus du tout cette notion de standalone. Tu as peut-être dû en entendre parler de cette notion de standalone si tu as déjà fait de l'Angular 19, 18, etc. Eh bien, en fait, cet Angular 18-19 avait cette notion, Angular 18, et donc c'était écrit comme ça, standalone à true. Et en fait, il n'y a plus besoin de le faire. Standalone à true, maintenant, c'est depuis Angular 19, donc Angular 20, c'est le cas aussi, il n'y a pas besoin, c'est reconnu par défaut. Très bien, donc on a un menu, nos router link, ça fonctionne. Et tu vois qu'ici, c'est ça qui prime, ça build bien. D'ailleurs, tu vois qu'ici, pas de problème. En fait, tu remarques que le menu n'est toujours pas apparu. En fait, tu utilises une technologie de tree shaking, le secouage d'arbre. Tout ce qui n'est pas appelé depuis le main, tu vois ici, ça compile le main, et puis après, ça va aller compiler quoi? Le app qui va aller compiler tout ce qui s'ensuit. Donc là, en fait, il s'intéresse grâce à l'import. Et tu vois que dans cet import-là, en fait, il y a le app, mais est-ce qu'on parle encore de notre menu? Le vois-tu? Non, il n'est pas présent là, ce menu. Donc, il va falloir l'intégrer. Donc tout ce dont j'ai besoin, je vais l'importer. Et donc du coup, je l'importe à deux endroits. L'import
du composant. @component, c'est pour mon moteur Angular. Donc ici, je vais faire main menu. Et automatiquement, il va faire l'import de type TypeScript. Ici, il dit, écoute, tu vas aller chercher le JS qui est dans cette URL. Pardon, le TS qui va générer du JS. OK? Car nous utilisons donc bien TypeScript. J'imagine que tu es bien allé voir tout le tuto et que tu connais TypeScript. TypeScript sert à générer du JS. Ce JS qui va servir à être exécuté du côté client, du côté navigateur. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de cet import-là. Et donc, toi, grâce à ça, on ne génère que exactement ce dont on a réellement besoin dans l'application. Ce qui permet d'avoir un bundle, c'est-à-dire ici notre main.js le plus petit possible. OK, on continue. On continue. Donc là, on a fait notre premier menu. Maintenant, on va l'appeler. Tu te souviens ce qu'on a vu tout au début de ce tuto? C'était assez rapide. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ici, dans app, on avait dit que le sélecteur était un moyen d'appeler, en fait, du côté HTML, notre composant. Ouais, c'est-à-dire que tout ce code-là, il est appelé dans l'index HTML. Donc là, tu vois, il y a app_route. Eh bien, on va faire un système de poupée russe. On a le app_route qui contient tout, et à l'intérieur, on va avoir un composant ou des composants qui vont contenir aussi des composants, qui vont contenir des composants, etc. Le main menu, on va le mettre où? La réponse, c'est DTC, presque, c'est DTT, dans ton template. Dans lequel? Dans app. On a besoin de mettre notre menu juste avant le titre ici. Donc là, on va mettre notre menu. On avait dit quoi? Qu'il faut aller voir le selector. On va aller voir le selector. Regarde, dans le main menu ici, il y a le selector. On a vu LDK. Tu te souviens? C'était dans le AngularJSON. Ça te permet en fait d'éviter tout le temps d'appeler tous app. Je trouve ça un peu dommage. Au moins, on a quelque chose qui est propre à notre projet ici. Donc LDK main menu. Tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux même rechanger ici. Tu peux mettre blabla, Toto, Titi, Tatu. Ok, là on va l'appeler, donc tu fais vraiment un appel, alors comme ceci, ou si tu n'as rien à mettre dedans, comme cela, ça fonctionne très bien. Et regarde ce qui apparaît. Hey, on a notre home et notre mes films. Impeccable, ça a fonctionné. Yes, première étape de réussi. Alors là, ce qui manque en fait, c'est que j'ai mis le A à côté, il faudrait faire 2LI, ça sera plus propre. 2LI, on le met là. Ok, et on a quelque chose d'un peu plus joli, c'est bon. Et quand je clique dessus, bah, tu vois que il n'y a rien qui se passe, c'est bon, on a bien. Alors en vrai, il n'y a pas vraiment rien. Regarde, si je fais F12, eh bien ici dans console, il y a déjà des erreurs. Il me dit, écoute, il n'y a aucune route que tu as paramétrée pour faire de la page d'accueil. Aucune route que tu as générée pour faire vidéo game. Tu vois? Donc prends bien le réflexe de faire F12 quand tu regardes ton navigateur, parce qu'en fait, très souvent, tu vas avoir des pages blanches, parce que tu vas commettre des erreurs comme tout le monde dans l'apprentissage, moi le premier, ou le deuxième, on s'en fout de l'ordre. Et moi aussi, ça m'est arrivé plein de fois. Surtout, tu fais F12. N'attends pas qu'il y ait des erreurs obligatoirement sur ta page ici. Tu vas avoir des erreurs ici, c'est-à-dire sur l'exécution. N'oublie pas, le JavaScript, c'est un code qui est exécuté. Donc, il n'est pas compilé. C'est le TypeScript qui nous génère du JS. Mais pour savoir si ça fonctionne bien, il faut l'exécuter. OK, donc on a fait le router link. D'accord, on a fait le router link. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Via ce router link, on a donc cette route. On a cette route. Cette route-là, on ne va pas gérer la home pour l'instant. Cette route-là, on va aller la charger du côté, du côté route. Oui, tu as bien suivi. Comment je sais ça? Je vais aller dans app-config et je vois ici qu'il y a provide router. Router, c'est toute la partie route. Et il y a route, ici, body route. On va mettre toutes nos routes. Ok, alors je vais te le faire de manière très très propre. On pourrait améliorer ça. Là, pour l'instant, on va tout mettre à cet endroit-là. Ce n'est pas la bonne pratique, mais à cette étape d'apprentissage, je trouve que c'est bien. Ce que tu apprendras par la suite, tu pourras regarder d'autres tutos que j'ai fait, c'est de déporter ça dans ce qu'on appelle feature module. Feature component, quoi, si tu veux. On en parlera après. Donc là, en fait, on va essayer de créer une route. On va essayer de créer une route qui charge nos composants. Donc ça commence toujours par un chemin et on met ce qui nous intéresse. Mais une route, ça charge un composant. Donc là, il faut que tu dises quel est le composant qui t'intéresse. Ah, mais on l'a pas, notre composant. On l'a pas. Donc il faut créer notre second composant. Celui qui va gérer. Ça va, tu suis, ouais? On a le main menu qui est notre premier composant après le app qui a été généré directement. Et là, on est en train de faire vraiment le composant qui va représenter la liste de nos vidéo games. Donc comment on va faire? On va gérer un deuxième composant. Donc là, tu vas utiliser le npx, tu vois, en bas à droite. Tu vas utiliser... Ah, oui, je suis dessus, je vais pas être très visible. Je ne vais pas être très visible, on va se décaler. Voilà, tu dois mieux le voir comme ça. Tu vois ici, si je te cache, c'est sûr que ça peut être pratique. Donc, tu n'as peut-être pas dû voir le premier, je te remontre. Tu n'as peut-être pas dû voir ici le nggc, comme ça. Ok, donc là, on va faire un nggc et on va se mettre sur du features, du slash. Et ici, on va aller donc... Feature, c'est vraiment regroupé par fonctionnalité, par grand domaine d'application. Ici, on gère des vidéo games, on va gérer des statistiques, on va gérer des commandes, on va gérer des paniers, on va gérer des utilisateurs, des utilisatrices. Tu vois l'idée? C'est vraiment séparé par partie. Donc là, on va dire vidéo games. Et donc là, on va mettre nos components, on va les ranger dedans. C'est bien quand tout est rangé. Et on va dire que je veux la liste des vidéo games. Vidéo games. Tu as vu, j'utilise toujours le kebab case. Liste des vidéo games. Ok. À partir de là,
on a notre composant. Donc on va le charger ici, on va faire component, et on va dire donc liste video game. C'est super, ça marche. Pourquoi ça marche? Tu vas voir, grâce à ça, regarde, si je clique là, ça fonctionne. Ok, c'est le routeur Outlet qui nous permet, quand je clique là, de charger le bon élément. Regarde, si je clique sur Home, eh bien, il plante, hein, donc ça n'a pas fonctionné. Donc pour ça, ce que je te propose, c'est qu'on crée ici une fonctionnalité un peu différente, c'est un peu exceptionnel. Il y en a qui ne l'appellent pas feature, c'est à toi de voir. Pourquoi pas, hein, on peut même faire directement comme ça, un Home. Il y en a qui le mettent là. Hein, c'est à toi de voir niveau orga, ça, c'est toujours un débat. Moi, je vais le mettre dans Home et je vais mettre ici dans la partie accueil. Et je vais faire un Home Component, hein, juste un Home. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose souvent à part. Donc on peut même le mettre du côté, et c'est ça que je vais plutôt te présenter, dans la partie Pages. Page d'accueil, en fait, c'est vraiment une page qui regroupe plusieurs composants ensemble. Ok, donc on va l'appeler dans Page Home. Donc super, on a fait notre deuxième, troisième composant, t'imagines? Et donc là, on va faire un accolade. On va faire ici, virgule, donc on a deux, et on va dire, écoute, quand j'ai un passe rien, il y a plusieurs choix. Toi, là, mon Intellicode me propose quelque chose, je redirige vers Video Game. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment arriver, mais ça te permet de découvrir ça. Moi, ce que je veux, c'est arriver dans la partie. Alors, c'est pas Intellicode, moi, c'est Amazon, mais c'est pareil. Je vais charger mon Home Component, ici. Donc, il s'appelle Home maintenant. OK? Et regarde bien. Si je clique sur Home, j'arrive. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Ah ben oui, j'ai mis /home. Je vais retourner dans mon menu. J'ai mis /home. Je vais plutôt vide comme ça. Ah. Et regarde, si je clique sur mon Home, j'ai bien Homework. Ici, j'ai bien mes vidéo games. Yes, et tu as vu, il n'y a pas de rafraîchissement en haut. C'est ça qui est important à noter. Il n'y a pas de rafraîchissement. Hein, ce système-là qui va tout recharger. Hop, comme ça, tu vois. Ça, c'est des erreurs indépendantes. Hein, c'est vraiment pas lié à ce qu'on est en train de coder. OK, on a bon. Donc ça y est, on a déjà nos routes. C'est sympa, non? Comme ça, au moins, on peut déjà gérer tout ça. On enlève tout ça. On a fini la partie route de découverte. Il y a plein d'autres choses à aller voir dans les routes. Hein. Tu peux aller voir ça dans la doc, dans des tutos que j'ai pu faire. Hein. Dans la partie Angular, va voir la playlist Angular. Il y a pas mal de tutos là-dessus. Ok, on va continuer. Maintenant, ce qui serait sympa, c'est d'aller alimenter nos données, en fait, d'afficher notre liste et d'aller alimenter, en fait, via des données d'une web API. Ok. Donc pour ça, vu que c'est une ludothèque, je vais prendre la thématique Star Wars. Si tu suis cette chaîne depuis un petit moment, sinon je t'invite à aller abonne-toi. Hein, ça va être vraiment, il y a encore plein de tutos et comme ça, au moins, tu auras toutes les notifications pour les nouveaux tutos. Il y a une fois par semaine aussi des news autour de la tech sans très dev, hein, autour de l'IA aussi sans très dev, tout ce qui nous permet de nous épanouir, de nous améliorer aussi. Il y aura même des interviews, bref. Et ça sera cool, en plus de partager via des lives aussi. Hein. Il y a un live une fois par semaine. Yes, donc je t'invite à continuer. Donc qu'est-ce qu'on va aller faire? On va chercher les Web API. La Web API, on va donc prendre Star Wars, comme je disais. Donc une des plus connues, c'est Swappy. Hein. Donc c'est une Web API simple, entre guillemets. Et là, toi, j'ai pris la Swappy People qui va charger la liste des people. Alors plutôt que ça, moi, je vais essayer de chercher pour des vidéo games. On va imaginer, il n'y a pas de vidéo game là. Je n'ai pas envie de la développer. Je vais prendre tout ce qui va être Planets, par exemple. On va prendre plutôt film, tiens, on va essayer de prendre des films, ça va représenter un peu. On pourrait dire que c'est presque des jeux, quoi. Hein, on va imaginer que chaque jeu c'est ça. Donc on va aller requêter ça. Tu vois ici, c'est un objet JSON qui contient un résultat, qui contient des éléments. Chaque élément est représenté par un title, par un ID, un épisode d'ID et des informations supplémentaires. Nous, on va juste prendre le title pour l'instant et on va aller prendre ce qui peut être sympa. Par exemple, alors l'URL, c'est pas ça qui est cool. Nous, ce qui peut être sympa, ça va être... on va prendre l'épisode ID. Tiens. OK? Donc, on va se mettre là et on y va en développer. Alors, comment on va développer ça? On va rajouter une nouvelle notion dans ce tuto-là, hein, complet. En tout cas, on va essayer de le faire le plus complet possible. On va aller rajouter une notion qui s'appelle donc les services. Donc, on va aller créer un service. Donc, nouvelle notion, les services. Les services, c'est ce qui rend service à un component. Donc, c'est parti. ng, donc npx, hein, et generate service. Donc, nggs. Hein. On va faire features / video games / donc services, et on va chercher un service qui va aller requêter. Alors je vais te le faire de façon vraiment comme si les ressources n'étaient pas encore apparues. Car aujourd'hui, il y a une notion, tu as pu le voir dans les dernières vidéos que j'ai pu faire. Va le voir, hein, c'est les toutes dernières que j'ai pu faire. J'ai fait 3 épisodes autour des ressources. C'est la grande nouveauté qui est en mode expérimental. Alors je ne vais pas te le montrer parce que expérimental, tu vas me dire, ouais, tu m'as montré la partie Zone.js qui s'enlève. Oui, c'est vrai, mais c'est pour te montrer une partie Signal. Ici, je ne vais pas te le montrer à cette étape-là. On va d'abord faire du HTTP client simple, puis on verra à quel point après on peut l'avancer pour d'autres étapes dans d'autres tutos. Donc on va faire comme ça se fait depuis Angular depuis les débuts.
On va donc prendre un service et on va l'appeler donc getAll Video Games. Donc imagine que c'est des video games. Ok, c'est des films, mais c'est la même chose. On va l'appeler donc getAll Video Games. Il va générer donc du coup notre service. Un service, c'est ce qui rend service à notre composant. C'est important à bien noter ça rend service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, si je regarde mon services, j'ai bien mon getAll Video Game. Ah, ça y est, il a enlevé le mot service, c'est super, donc ça y est, il n'y a plus le mot-clé service. C'est une nouveauté d'Angular 20 aussi. Donc tu notes quoi ici? Tu notes en fait que ce service est une classe, tout comme le composant, et qu'elle est injectable. Donc, ce qui est important à connaître là, dans ce tuto, c'est qu'on a de l'injection de dépendance. Donc tout est injectable. Bah oui, en fait. C'est ça qui est extraordinaire. Je dirais bah oui, mais bah non, en fait, on ne sait pas. Est-ce que tu sais ce que c'est l'injection de dépendance? Si tu ne sais pas, je t'invite à faire une pause dans cette vidéo et aller voir ce que c'est l'injection de dépendance. Parce que, ben oui, Angular est passé là-dessus. Et ne pas le connaître, c'est, je dirais, se couper de tout un monde de ce qu'on peut faire en Angular. Tu peux totalement développer avec Angular sans savoir du tout ce que c'est l'injection de dépendance, mais si tu veux pousser tes compétences, tes connaissances et surveiller si tu fais du vibe coding, eh bien, je t'invite vraiment à ne pas le faire comme ça. Ok. Youp. Ok, on continue. Bon, bah, ça arrive. On continue. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir ici? On va aller chercher, c'est du semi-live, on va dire. On va aller chercher ici, je la rappellerai après, on va aller chercher donc du coup l'injection de dépendance. L'injection de dépendance, c'est une notion, et oui, qui peut faire peur quand on est du côté Angular. Elle existe peu du côté React, par exemple, même si on peut la mettre en place avec les contextes. Alors, c'est quoi? L'idée, c'est que tu n'as pas besoin d'aller faire un new sur ce service. Il va s'auto-injecter à ta place, c'est-à-dire qu'il va s'auto-instancier. Comment on gère ça? Eh bien, si j'ai besoin d'un service dans mon composant, je vais aller dans mon composant liste vidéo game et je vais aller faire quoi ici? Je vais faire un j'ai besoin de read only, j'ai besoin de mon service et je vais aller injecter. Donc il va l'instancier pour nous. Je vais aller injecter mon service get video game. Et voilà, là je l'ai récupéré. D'accord? Je l'ai récupéré. Et là c'est intéressant parce que je n'ai pas eu fait de new. J'ai juste dit écoute, tu m'instancies ça pour moi. Ok? Tant que tu ne connais pas toute la partie, ce qu'on appelle les singletons, la partie scope, la partie transient, etc., reste avec ça et c'est très bien. Dis-toi juste que ça, c'est un singleton. C'est-à-dire que ce service est instancié qu'une seule fois dans toute l'application. Ok? Alors qu'est-ce qu'il va faire ce service? Il va nous rendre service, il va faire un proxy sur l'appel de, de nos données de film. C'est ce qu'on va chercher à faire. Donc on y va, on va se mettre sur le getAll et on va les construire. Alors qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une observable. Cette observable va permettre, je te le montrerai de deux façons quand même avec les ressources pour que tu vois, après sans ça. Cette observable elle va nous permettre en fait de rajouter une fonctionnalité de déclaratif, c'est-à-dire être réactif par rapport à quand ça revient. Si tu connais les promesses, c'est un peu la même idée, mais un peu plus, je dirais, pointu. On peut faire beaucoup plus de choses avec les observables qu'on peut faire avec les promesses. Les deux sont très bien, simplement que Angular est pensé observable de base. Même si depuis Angular 19, il nous annonce qu'il va y avoir deux directions dans Angular, la partie ressources et la partie observable. Et les deux vont pouvoir se joindre avec RX Ressources, par exemple, qui fonctionne très bien. Voilà, bon, on va pas détailler ça, je te laisse voir les vidéos par rapport à ça que j'ai faites il y a à peine une semaine. Donc nous, il nous faut une observable, et on va utiliser donc du coup notre HTTP client. Alors, avant ça, on a besoin de définir le modèle de données qui va t'intéresser. Tu vas cliquer sur ton dossier là, tu vas faire folder, tu vas faire models, et ici à l'intérieur, tu vas faire un clic droit et tu vas créer donc ton video game. Toujours pareil, tu utilises le kebab case. À l'intérieur, tu vas essayer de caler exactement ce qui se passe ici. Donc j'ai un objet qui contient results. Moi, je n'ai pas besoin de vérifier si j'écris bien preview, parce que je ne vais pas utiliser. Et je vais vérifier juste si results, je l'écris bien. Donc comment je vais faire? Ici, je vais dire OK, export, pour pouvoir utiliser ailleurs. Je vais créer une interface qui va représenter, alors il y en a qui utilisent type, moi j'utilise interface. Je vais utiliser une interface qui va s'appeler donc du coup video game. Cette interface, elle contient quoi? Tu sais, je t'avais dit, ici, il y a le title qui nous intéresse, c'est l'épisode ID. Donc, on va respecter ça. Pour l'instant, on va dire, c'est pas grave, ça ne respecte pas la norme. Là, on va être avec du camel case, ça va pas être super sympa. Mais ça, on le verra dans d'autres tutos. J'en ai déjà fait. On va prendre un title et on va prendre ici un donc épisode ID. Épisode underscore ID. Et c'est de type number. Voilà, on a déjà fait notre première partie, c'est-à-dire qu'on représente ici, tu vois, on représente l'objet qui est ici.
mais c'est un tableau qui est contenu, qui contient tous ces objets. Donc là, on va faire une deuxième interface, qu'on va appeler donc du coup interface. On pourrait faire un type là aussi. On va l'appeler video game. Moi, je vais te faire un type, tiens d'ailleurs, juste pour te montrer qu'on peut faire les deux. On va faire un type. Ça va amener débat de quoi utiliser, mais au moins ça ouvre les chakras. Moi, j'aime bien montrer ça pour ouvrir les chakras. Video game response. Et on va dire que c'est un results, qui est un video game tableau. Voilà, il a raison là-dessus. Et voilà, on a ça. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que je veux m'assurer que j'écris bien results comme il faut, toi, ici. Et c'est bien un tableau, c'est bien un tableau. Tous les autres champs vont bien être récupérés, hein. Il n'y a pas un système de filtre. TypeScript, ça génère du JS. C'est simplement pour nous assurer qu'on ait bien écrit ce mot-clé-là en JavaScript. OK? C'est cette idée-là. À partir de là, on va aller pouvoir récupérer, donc, du coup, notre Web API, aller communiquer avec elle. Comment on fait? Il va falloir injecter tout le moteur, la machinerie de requête HTTP. Comment on fait? Tu retournes dans appconfig et ici, juste au-dessus ou en dessous, qu'importe, tu vas utiliser le provide HTTP client. C'est celui qui te permet d'injecter la classe HTTP client. Cette classe-là a pour but de faire des requêtes HTTP. Si tu viens du monde React, tu dois connaître Axios. Si tu n'as jamais fait d'Axios ou autre, peut-être que c'est du fetch. Tu sais, quand tu fais await fetch, puis après await de ma réponse.json. Ça va venir au même principe. Sauf que HTTP client fonctionne avec une observable. Donc on y va. On va aller dans notre service ici, notre service qui est là, pas notre service qui est là, notre getAllVideoGame. Et on va dire, ok, j'ai besoin, un peu le même principe, j'ai besoin de read-only, pas du tout URL, j'ai besoin de mon HTTP client, inject de HTTP client, tu vois le même système, on est en train d'injecter, c'est à l'instant-ci pour nous. Et là on va faire un return de this.http client.get de swappy. Donc on va prendre l'URL dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà, celle-ci, on la prend. Alors normalement, quand tu iras vraiment en production, tu mettras bien sûr pas des URL en dur, hein. Là, c'est une URL de dev. Tu apprendras à faire ça après ce tuto-là. OK? Là, on renvoie ça. Et sauf que ici, dans le get, très important, tu vas dire quel est le type de retour. Le type de retour, c'est quoi? Regarde dans Video Game. C'est Video Game Response. Et donc là, on va le mettre là. Et c'est ce qui est renvoyé. Alors là, il n'y a pas du tout de contrôle. C'est juste, on va imaginer qu'a priori, notre API là, elle renvoie bien ce schéma-là. Mais ça se trouve, elle renvoie complètement autre chose. Hein, tu sais, c'est comme quand tu fais une requête SQL. Tu écris du code en pensant que ta requête SQL, il y a des champs dans tes colonnes. Hein. Tes colonnes, elles ont des noms donnés. Mais ça se trouve, tu vas te tromper parce que ta base de données a peut-être changé. C'est le même principe là. Il n'y a pas de vérification. Simplement, nous, en TypeScript, on va contrôler ce qu'on va écrire en JS. Et donc là, tu vas écrire exactement pareil sur cette partie-là. OK? Voilà, là, on renvoie notre HTTP client et c'est parfait. Très bien. Ça, c'est la méthode depuis Angular 2, hein, quand même. On va dire Angular 4 pour être sûr, puisque Angular 7, puisqu'il y avait les providing in. OK, maintenant, notre service, il est là. OK, il est là, notre service. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant, on va le voir. Ici, on veut récupérer notre... Maintenant, tu vois, donc du coup, je suis allé faire la requête. Je vais utiliser maintenant mon service. Mon composant utilise mon service. Là, on est dans le component. Tu remarqueras qu'il n'y a plus le mot-clé component, hein, comme je disais, depuis Angular 20. Et donc ici, on va aller faire quoi? Je vais récupérer, voilà, mes videogames. Tu noteras ici que mes videogames qui sont là, c'est avec un petit $. Ce $, il sert à rien. Je peux très bien faire ça, ça fonctionne très bien. Mais c'est un moyen sémantique, un moyen de lecture de code, sans devoir survoler, de savoir que c'est une observable. Qu'est-ce qu'il y a à voir sur les observables? Hyper important. L'observable, donc du coup, c'est un système qu'on appelle lazy. Il est paresseux. Il va falloir le déclencher avec un subscribe. Le subscribe permet de déclencher l'appel et permet en fait d'aller exécuter le code de tout ce qu'il y a dans l'observable, c'est-à-dire là la requête HTTP. L'observable n'est pas obligatoirement connecté à HTTP client. Hein, et l'observable, tu peux faire des observables toi-même. D'ailleurs, je t'invite à voir, il y a tout un tuto sur ArcGIS que j'ai commencé qui va être alimenté dans les prochaines semaines. Ok, donc là, il va falloir qu'on déclenche, qu'on subscribe. Mais très important, une fois qu'on subscribe, il faut unsubscribe. Tu sais, c'est un peu comme un fichier ou une base de données. Si tu l'ouvres, tu la fermes. Hein. Et cette phrase-là, hein, c'est une phrase que des fois, des parents peuvent dire. Hein. Petite blague. Ok, mais restons polis quand même, restons polis. Mais c'est à moyen de s'en rappeler. Donc là, ça va être pareil, subscribe, unsubscribe. Alors comment on va faire pour subscribe, unsubscribe? Tu vas voir, je vais te montrer. L'idée, c'est qu'on va passer du côté template et on va les récupérer. Si tu n'as aucun traitement ici, nous on veut juste de faire de l'affichage de données et de générer du HTML grâce à ça, tu vas utiliser donc du coup ton import que j'avais enlevé, et tu vas dire ok, j'ai besoin de la pipe async. Une pipe c'est quoi? C'est un moyen de prendre des données du côté template, je vais te montrer ça, et de générer d'autres données à partir de ces données-là. Tu vas voir. Ok, on va découvrir ça.
Mais avant ça, ce qui serait sympa, c'est de mettre un titre à cette page-là, un titre à ce vidéo game. Alors je vais te proposer d'utiliser non pas un titre simple, mais on va découvrir les signaux. Et on reviendra après sur la SyncPipe. Tu vas voir, il va y avoir un lien entre tout ça. Donc on va les découvrir ici, petite pause sur HTTP client. On va les découvrir ici, donc pas du tout ça, on va les découvrir, je vais mettre comme ça. On va découvrir les signaux. Donc on va dire que c'est le titre de mon composant, et on va dire que c'est signal de vidéo game. Donc mes jeux vidéo. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait ce titre pourrait changer potentiellement. Là c'est pas du tout le cas. Mais il pourrait changer, je vais te montrer comment il pourrait changer. Si je veux par exemple mettre mes jeux vidéo, entre parenthèses, le nombre, ça pourrait être sympa. Eh bien comment je pourrais faire ici grâce à Signal. Un Signal c'est quoi? C'est tout nouveau depuis Angular. Donc on va dire 16, 17 validé, 18 confirmé. La Signal API fonctionne bien. Le Signal c'est quoi? C'est un moyen de parler à notre template et dire « Hey, oh, rafraîchis-toi ». Donc régénère du HTML. Car le but de tout composant, c'est-à-dire cette classe-là, c'est quoi? Eh bien, c'est de dire à ce template comment se rafraîchir par rapport à nos données, c'est-à-dire ici, ces propriétés-là. En gros, notre HTML qu'on est en train d'écrire, qu'on va écrire, va réagir par rapport au changement des données, donc les changements des propriétés qui sont là. C'est à nous de définir, de faire le lien entre les deux. Donc c'est le cas là. Donc comment on va faire? Ici, on va aller de ce côté-là, on va mettre notre titre. Donc là, c'est un H1. Et on va dire, j'appelle mon titre. Comment j'appelle mon titre? Eh bien, je vais mettre double accolade, et je vais mettre ma valeur. La valeur ici, elle va être générée automatiquement. Donc là, vu que c'est un signal, on l'appelle, c'est une fonction d'exécution du signal, on l'appelle title parenthèse. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite à utiliser vraiment par habitude. Là, donc, dès que le title va se mettre à jour, ici, ça remettra à jour le contenu du H1. Regarde ce qui se passe. Si je vais sur l'exécution de mon template, ici, je vais là, je me mets sur mes films, j'ai bien mes jeux vidéo qui sont apparus. Ok? Sympa, non? Ok, je vais te montrer maintenant vite fait, rapidement. Admettons, j'aurai un bouton qui change le titre. Je vais te montrer comment changer le titre. Et en même temps, je vais te montrer ce que c'est de l'événementiel. Je vais donc m'abonner sur le titre. Ici, je vais m'abonner. Donc, tu vois les parenthèses qu'on appelle du output. On va le revoir dans l'avant-dernière partie de tout ça. Eh bien, ici, on va les gérer. Donc, l'écoute sur le clic. On va exécuter une fonction. Donc là, change title. C'est un exemple, juste pour te montrer ce que c'est. Donc, on va exécuter une fonction. Cette fonction-là, elle doit être du côté composant. Je te montre, on y va là. On va faire notre fonction title. On va faire un void. Et là, on va faire this.set, voilà, de change title. Donc, on va faire un nouveau titre. Ce qu'on va faire, on va faire mes jeux vidéo. Et entre parenthèses, on va dire le nom, par exemple, on en a 3. J'en sais rien du tout pour l'instant. C'est pas important à cette étape-là. Te montrer. Donc toi, dès que je fais le set, ça va aller déclencher le signal, le mettre à jour, donc changer son contenu. Et vu que moi, je me suis abonné ici avec les parenthèses, ça va aller régénérer le contenu, donc régénérer le contenu du H1. D'accord? Donc, ça permet de mettre à jour. Le clic ici, c'est un moyen de te faire découvrir ce que c'est l'abonnement sur un événement d'un bouton. On ne le fait pas via onClick comme on pourrait le faire avec React ou du côté JS pur. On le fait via des parenthèses qu'on appelle de l'output. On apprendra à en faire juste après. Et donc ça dit que quand je clique, j'exécute cette fonction-là. OK? Quand je clique, j'exécute cette fonction-là. Très bien. Ça va? Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va tester. On va tester un peu. Je vais te montrer ce que ça donne. Ici, mon bouton, j'ai oublié de mettre un petit texte ici. On va faire change. Juste pour que tu vois ce que ça donne. Regarde, si je fais change, tada, ça s'est bien mis à jour. Je n'ai pas de Zone.js, ça ne te parle sans doute pas. Je vais t'inviter à mettre une pause ou le voir après ce tuto. Ce que c'est Zone.js, quels sont les impacts et pourquoi ils ont décidé de l'enlever. Mais à cette étape-là, c'est sympa de savoir que ça fonctionne vraiment rapidement et qu'il y a beaucoup moins d'impact qu'avant, beaucoup plus optimisé. Donc on va utiliser les signaux pour mettre à jour. C'est une très bonne technique à partir d'Angular 18-19. OK ? Voilà, donc ça, on va le mettre de côté, c'est pas important à cette étape-là. Nous ici, ce qui va nous importer maintenant, ça va être de générer notre contenu HTML, donc par rapport à notre liste vidéo game. C'est-à-dire nos vidéo games qui sont là. On les a récupérés? Non. Ici, il n'y a aucune requête de fait. Tu peux le marquer, aucun appel pour l'instant. Aucun appel. Pourquoi? Je l'ai dit juste avant, tu te souviens, si on revient maintenant sur les observables, l'observable, il faut faire subscribe. Eh bien, ça va être le rôle de la SyncPipe. Donc on y va, on retourne du côté template et on va se mettre tout en haut, on peut le mettre tout en bas. On va utiliser le arrobaslet. Le arrobaslet, il permet de récupérer une variable qui va se mettre à jour suivant les données qui vont lui être passées. Donc là, on va prendre mes video games. Tu noteras qu'il n'y a plus le $. Et on va faire ici video games,
avec le $, parce que c'est l'observable, et on va utiliser, oups, si c'est un peu trompé, petit bug VS, on va faire un pipe, c'est ça la pipe, hein. Pipe async, point virgule. Tu noteras le pipe async, alors le pipe async pipe, il est là, on va voir s'il a bien compilé. Alors, hop, on descend tout en bas. D'accord, on va essayer de rafraîchir. Il va me dire quoi? Error, ht0. Let this declare button value. Oui, ça c'est normal. Voilà. C'est bon, ça c'est impeccable. Donc là, on est bon. On a récupéré. Donc là, ce qu'on a dit, c'est quoi? Le pipe-passing qui fait un subscribe. Donc le rouge, je te dis, c'est simplement lié au fait que pipe-passing, il n'est pas reconnu, etc. C'est lié vraiment à mon VS Code. C'est pas lié à Angular. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoute, je me subscribe à lui et je vais mettre les données à l'intérieur du Video Games. OK? Maintenant, découvrons l'avant-dernière partie de ce tuto. On n'est pas loin de la fin. On va se rapprocher sur l'idée. Ici, on va faire du formulaire. On va faire un tableau. On va générer un tableau. Donc, moi, je vais faire juste des divs. Hein. Je vais juste faire des divs. Ce div-là, je vais présenter, je vais générer ce div autant de fois qu'il y a d'éléments dans ma liste de video game. Comment? On va utiliser ce qu'on appelle donc le contrôle faux, @for, pour chaque élément dans mon tableau, donc dans ce que j'ai récupéré. Donc pour chaque item, dans mes video games, pas ceux-là, mais bien les video games qui sont ici, c'est-à-dire ceux que j'ai récupérés par abonnement de mes video games, de mon subscribe. Et ici, je vais faire item.id. Ça marche bien. Alors, est-ce qu'il a un ID? ID, on va aller voir. Voilà, récupérer nos video games. Video game, on n'a pas du tout d'ID, on a un title. Hein, il a complètement fumé, il a un title. Voilà, et là on va générer un div. Et dedans, on va aller mettre notre item.title. D'accord? Voilà, on va aller voir ce qui se passe. Itérator, et oui. Tu vois qu'ici, mon video game, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas si tu vois, là, j'ai une petite erreur. Pourtant, mon code paraît bon. Regarde, j'ai écrit pour chaque vidéo game, je récupère un vidéo game. Et puis ici, je vais filtrer pour mes vidéo games, j'ai l'impression. Oui, mais regarde l'API. L'API, c'est pas ça. L'API dit je contiens un objet qui contient un résultat. Tu te souviens, c'est ce qu'on avait écrit. Donc ici, c'est pas vidéo game ce qu'il faut l'appeler. Il faut l'appeler vidéo game results. Tu vois, donc c'est juste un problème de nommage. Et donc mon vidéo game ici, on va aller le rechanger. J'ai fait exprès pour te montrer cette notion-là. Bien faire attention au JSON qui est utilisé. D'accord? Donc il s'appelle result. Hein, on récupère bien un result, tu vois, c'est un response. Et donc je retourne sur mon HTML. Le voilà, donc là il s'appelle video game results. Et donc là ça va être video game result et point results. Voilà. OK. Voilà, et regarde, donc l'API elle met un peu de temps à répondre, hein, donc il nous faudrait un petit spinner et tout qui nous indique. Mais c'est, on a tout récupéré. Hey, hey, on a tout bon. C'est chouette, hein. Donc je te remontre, hein, l'idée c'est de faire un pipe passing qui va aller récupérer, donc qui va faire un subscribe par rapport à ça. Ça déclenche vraiment un subscribe et ça va gérer l'unsubscribe, c'est-à-dire exactement comme une ouverture de base de données, une fermeture de base de données. Ok, donc quand tu as juste de la lecture d'informations, tu vas faire ça. Là on a généré, tu as vu, on a réutilisé ce qu'on appelle la moustache et on l'a généré là. Alors super, on a tout bon. Donc tu vois, ça va être exactement pareil pour faire une requête de type post, de type put, etc. Pourquoi? Tu vas retourner ici dans notre liste vidéo game, dans notre getAll. Tu vois qu'ici on a le get, mais regarde, si tu veux gérer du post, comment tu vas faire? Tu gères du post. Si tu veux envoyer une requête de delete, tu vas faire delete. Si tu veux envoyer une requête de mise à jour, tu vas faire du put, tu vois. Donc à partir de ce que je viens de te montrer, ça y est, tu as tout pour pouvoir faire des requêtes HTTP. On a vu le routage, on a vu le binding, on a vu donc le système de comment c'est lié, on a vu les signaux avec le set. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Mais il nous reste quelques notions. Une notion qui est importante à connaître dans Angular qu'on appelle le système d'input-output. Alors pour te le démontrer, on va amener une façon d'organiser les composants qu'on appelle head component avec moi ce que je surnomme les ACDC. ACDC c'est pour s'en rappeler, hein, ACDC c'est ce qu'on appelle vraiment les agnostic components ou on l'appelle aussi les demi, hein, les composants un peu idiots qui ne savent rien. Et donc là ici on va aller générer un composant qui va avoir juste de responsabilité de générer notre HTML. Tu vois ici, notre liste, elle contient, hein, notre liste ici, elle contient des divs. Et en fait, tout ce contenu-là, il va être appelé dans notre page globale. Cette page globale, c'est elle qui va être donc responsable, ce composant, hein, pas cette page, mais ce composant-là va avoir la responsabilité de passer les informations à un sous-composant qui va représenter, lui, l'affichage.
Ok, donc lui, il va générer du div par rapport à des données. Donc on va aller faire ça, on va créer un nouveau composant pour découvrir ce que c'est l'input-output. Donc ici, on va remonter, voilà, component, on va l'appeler ici table video games. Table video games. Ok, super, on a un deuxième composant. Tout ce code-là, là, je t'invite, tu fais un CTRL-X, ou tu le mets en commentaire, un CTRL cassé. Tu vas le mettre où? Tu vas le mettre dans le sous-composant. Donc on y va, on va chercher liste video game, c'est pas lui, voilà, table. On va se mettre là, on enlève ce works. On voit qu'ici, il nous manque quelque chose, il nous manque un result. Et d'ailleurs, nous, on va chercher à avoir le result. Il nous manque un result. Et c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc, comment on va faire? Ici, on va dire, OK, j'ai besoin d'items. J'ai besoin d'items. Vous savez, on ne pense plus, du coup, il y a un résultat qui contient des items. Non, il y a une réponse qui contient un résultat. On va penser, il me faut des items. OK? On sait qu'on travaille des signaux. Hein. Du côté signal API, on va travailler des signaux. Donc là, automatiquement, tu vas voir, on va travailler avec des signaux. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, quand on va passer les éléments, le temps que ça se branche, il peut y avoir des changements, donc une sorte d'événement. Donc on va travailler avec les signaux. Comment on va faire du côté enfant? Donc je t'invite, on va le découvrir ensemble, hein, ce qu'on appelle donc l'input-output, nouvelle notion à découvrir. L'input-output, c'est quoi? C'est tu as un composant parent, un composant enfant, et l'idée c'est de passer des éléments de parent à enfant. Si je te fais un schéma rapidement, via Excalibro, ici, ok, on va faire, voilà. Si je te prends ici, on va faire donc du coup, l'idée c'est d'avoir un composant parent et un composant enfant. Un composant enfant. Et donc, on va créer des portes d'entrée. Ces portes d'entrée, en fait, vont être des inputs. Donc, je vais lui passer des éléments. Moi, parent, ici, le head. Et l'enfant, on va l'appeler agnostique hein, ou dummy, comme tu veux. Eh bien, l'enfant, lui, il va utiliser ces données pour aller générer ce qui lui intéresse. Et ce qui est bien, en fait, c'est que le composant enfant peut aussi donner des informations supplémentaires. Tu as vu, j'ai utilisé un rond pour faire output, pour prévenir le parent. Et comment on va faire? Ben là, ça va être un système événementiel qui va dire hey, il s'est passé quelque chose à l'intérieur. Voilà, je te donne une fonction que tu peux exécuter, que je vais t'exécuter pour toi. Exactement le clic quand je clique sur le bouton. Je sais qu'il s'est passé un clic, moi j'exécute mon code. Voilà ce que c'est l'input-output. Ok? Je vais t'en montrer un exemple. Donc là, c'est parti, on va aller faire de l'input-output. Donc l'enfant dit j'ai besoin de données d'entrée, j'ai besoin d'items. Ces items, c'est quoi? C'est un input, on utilise. Il me le faut à tout prix. Hein, il me le faut à tout prix. Alors, contrôle point virgule, voilà. Il me le faut à tout prix. Required. Tu n'es pas obligé de mettre required hein, si tu penses qu'il n'est pas obligatoire. Là, moi, il me le faut à tout prix. Et ce que je veux, bah, c'est quoi? Ce sont des vidéos game. OK? Et donc, un tableau de vidéo game. J'ai besoin de vidéo game. OK? Donc là, ça m'oblige à avoir des vidéo games. Et donc, je sais que ici, mon items, tu vois ici, c'est un input signal de vidéo game. D'accord? Donc le parent ici, il va appeler, hein, je vais te montrer comment faire, l'enfant. À partir de là, tu vois, j'ai bien mes items. Ces items, c'est un signal. C'est pour ça que je t'ai invité ici à mettre entre parenthèses. D'accord? Entre parenthèses. OK? Donc à partir de là, bah, on a tout bon. Tu vas voir qu'ici, on va aller rajouter un bouton, on va voir l'output. Comme ça, on aura tout vu, la base. Hein. Et après, comme je te dis, il y aura d'autres tutos qui montreront les ressources et tout ce qui peut être fait après. On en a déjà vu, mais j'essaierai de faire toute une application de toute façon en Angular 20 très très bientôt dès que ça va sortir. Ok, mon table, tout est bon. Donc j'ai l'input ici. Je vais donc avoir un parent qui va devoir le préciser. Comment je fais? On a appris depuis le début de cette heure à aller travailler sur ça. Tu as vu? On va aller voir dans notre app. Si je regarde dans mon app component ici, mon app component, j'ai bien l'appel de main menu. À ce moment-là, je l'utilise dans mon template. Tu vois, il est là. Bien, ça va être exactement pareil là. Dans mon list, ici, j'ai besoin d'appeler mon table. Mon table, comment il s'appelle? Il s'appelle LDK. D'accord? LDK table. Donc celui-ci, je vais l'appeler où? Dans mon parent. Mon parent, il est ici. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la programmation orientée aux composants. La POC. Pas époque, hein, comme dans Matrix. Non, la POC. Donc ici, c'est ce qu'on va utiliser. Si tu n'as pas de child enfant à mettre dans ton composant, il y a un truc comme ça, là. Hop. Voilà. Ici, tu pourrais mettre du code. Hein. Tu pourrais mettre un div et lui passer. Tu pourrais faire ça. Si tu n'as pas ça à faire, je t'invite plutôt à utiliser cette syntaxe-là, hein, directement. Là, il me dit, écoute, là, il est en train de pleurer. Il dit, écoute, là, bah, je le connais pas. Je le connais pas, ce composant. Donc là, on va dans le vidéo game. On dit, j'en ai besoin, virgule, j'en ai besoin. Donc j'ai besoin de qui? De table,
vidéo game. Tu vois l'idée? À chaque fois que j'ai besoin d'un composant, d'une directive ou d'une pipe, je le mets dans import ici, ça va s'auto-importer là-haut, comme ça va générer le bon JS et ça va aller bundler petit à petit ce qui est intéressant et ce qui est nécessaire. Ça sert à rien d'en mettre trop ici. Ne mets dans l'import que ce qui est réellement intéressant pour ton composant parent. Ok? Maintenant qu'on a ce table qui est reconnu, regarde ici, il va me pleurer. Bon là c'est juste qu'il fume complètement. Et là on va aller chercher qui? On va aller chercher le crochet. Et j'ai besoin d'avoir mes items, parce que c'est ce qui est proposé. C'est quoi ce item, tu te souviens? Cet items, on va aller voir dans l'enfant. Je remontre, c'est ce que j'ai appelé là, cet items, d'accord? Cet item. Donc voilà comment je l'appelle. Je l'appelle avec des crochets pour dire qu'il est connecté à une variable. Quelle variable? Eh bien, il est connecté avec mon video game result, ici, point items, point results, ok? Bon, l'inconvénient, c'est que ce result, il est potentiellement nullable. Hein, il est potentiellement nullable, ça. Donc, ce qu'on peut utiliser, c'est un @if, comme ça te permet de découvrir le @if. Et on peut faire videogame.results, différent if videogame, comme ça on est sûr. Et à ce moment-là, on va aller passer mes results. Voilà. Ok, et tout va bien. Donc là, c'est bon, on a un système qui dit, ok, je déporte la responsabilité d'affichage à mon enfant. Allons voir ce que ça donne du côté résultat. Ok, là, il faut attendre parce que l'API, elle met énormément de temps à répondre. Donc, il faudra un petit spinner. Voilà, donc là, on va attendre un petit peu, puis ça va arriver. Ok? Très bien. Bon, on va se retrouver une fois que c'est bon. Et voilà, c'est bon. Regarde, impeccable. Il nous reste une notion à voir pour voir à peu près l'étendue de la base, hein, vraiment des fondamentaux de Angular. Il y a plein d'autres choses à aller voir. Je te les dirai à la fin. Mais on arrive vraiment à la fin. Il nous reste l'output à aller voir. Puis après, comme je te dis, il y a les ressources. On pourrait voir ça en ressources. On pourrait voir ça avec... il y a plein de choses. Le lazy loading, il y a les directives à créer, il y a les guards, il y a plein de belles choses dans Angular. Hein. C'est vraiment un framework très complet. Et c'est un oignon. On l'appelle Angular est un oignon. Pas parce qu'on pleure quand on l'utilise, même s'il y a beaucoup de choses à connaître. Non, en fait, il y a plein de couches à connaître. Là, on est sur la première couche. Et c'est déjà très bien. Ok, maintenant, ce qui serait sympa, c'est que quand je clique sur A New Hope, j'aimerais bien le savoir mois par an. Je m'explique, tu sais, par rapport au schéma que j'ai fait. Ici, quand je suis dans ce composant-là, celui-ci, eh bien, si je le sélectionne là, dans ce composant, je vais le mettre en vert, ce composant-là, tout ce qui se passe à l'intérieur n'est pas connu du parent de lui. Donc, on va utiliser l'output pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ce parent va s'abonner sur cet output-là, sur ce haut-là, ici. D'accord? C'est ça qu'on va chercher à faire. Donc, comment on va faire? On va utiliser la même technologie que le clic ici. C'est de l'output. Là, je dis, je veux savoir que sur mon bouton, il s'est bien passé un clic et je vais exécuter ma fonction à moi, parent. Là, celui-ci. Le parent, c'est celui qui appelle le composant enfant. Donc là, ici, mon list video game est un parent de LDK table. OK? Donc là, je vais utiliser ce système-là. Comment je vais faire? Je vais prévenir que j'ai cliqué dessus pour l'éditer, admettons, pour le supprimer. Donc là, je vais faire un edit ou une suppression. Là, on va faire une édition. Donc comment je vais faire ici? Je vais dire, je vais faire un CTRL-Z, je vais faire un toEdit, je vais dire que c'est un output. L'output, c'est aussi une technologie donc, de la signal API. Avant, c'était @output. L'input, c'était @input. Hein. L'output, c'est @output. Et là, par contre, c'est pas obligatoire. Mais par contre, tu vas dire ce que tu vas renvoyer. Je vais renvoyer quoi? Un vidéo game, celui qui a été cliqué. D'accord? Celui qui a été cliqué. Donc, à partir de là, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir savoir quel est l'item qui est généré. Je vais prévenir. Comment? Alors, regarde bien. Là, c'est pour prévenir le parent. Comment je préviens le parent? Admettons que ça fonctionne. Hein. Comment je préviens le parent? Le parent, il va être au courant comment? Il va s'abonner dessus. Comment il s'abonne dessus? Il a envie de savoir quel est l'item. Il y en a beaucoup. Et lui, il ne les connaît pas. Ils sont tous dans celui-ci. Il a envie de savoir celui qui est pour édition. Tu fais parenthèse. Tu appelles edit. Bon, là, il n'est pas mis à jour. Comme je te dis, hein, mon extension de Angular, elle n'est pas du tout mise à jour avec Angular 20. Donc, il est complètement dans les choux. Donc ici, je vais faire toEdit. Et je vais faire est égal. Et je vais mettre la fonction qui m'intéresse. Donc, edit one. Je vais passer un $even. C'est un mot-clé hein, qui est important à connaître, qui me permet de récupérer l'item en cours. Pourquoi l'item en cours? Parce que dans mon table, ici, j'ai dit que c'est un output de vidéo game. Ce vidéo game que je récupère, c'est bien celui qui est ici. D'accord? Là, c'est un vidéo game. Ok? Donc, cet edit one, c'est assez particulier, hein, tout en rouge, mais au moins on le voit ensemble. Cet edit one, on va le mettre là. Et on va chercher à gérer, donc, oups, pas du tout ça. On va chercher à gérer, ici, un item de type vidéo game. C'est ce qui est renvoyé par le parent. Vidéo game. Et donc là, il dit c'est un void parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Pour l'instant, on va faire juste un console log pour que tu vois, puis après, on va aller l'afficher. D'accord? On va aller l'afficher. Et on aura fini.
Ok, on est bien. Donc, qu'est-ce qui est dit là? Quand tu lis ça, ça veut dire je passe ces données-là à mon enfant dans la variable items. Et là, je récupère, j'exécute cette fonction-là quand l'enfant l'aura décidé via toEdit. L'enfant va donc exécuter cette fonction-là quand il le décidera, dans son composant via toEdit. D'accord? Ok, maintenant, on va se dire, dans mon table, vu que j'ai des items, je vais créer un bouton. Ici, je vais créer un button. Et je vais faire edit. Hein, donc edit one. Donc on fait souvent un truc comme ça, 3 petits points, on pourrait faire 3 petits points comme ça pour éditer, avec un petit menu qui apparaît, des choses comme ça, tu vois l'idée. Donc là on va faire un clic, toujours pareil. Donc là je m'abonne sur ce qui se passe sur le bouton au clic, et je vais faire clic to edit. Ok? Juste clic to edit comme ça. Là ici tu as vu, on sait l'item en cours, puisque regarde, on est dans un for. Donc le for permet de savoir qu'à un instant T, on est dans un item. C'est cet item-là, de toute la liste. Donc, ici, l'item, je vais pouvoir le placer ici. D'accord? Je vais pouvoir le placer ici. Comme ça, quand j'exécuterai, ce sera bien le contexte d'exécution de cet item-là, et pas dans l'autre. Click to edit. Ok, on va aller chercher table. On va se mettre là, et regarde. On va prendre notre item. On va dire que c'est un video game de type void. Et là, on va faire quoi? On va prévenir le parent. C'est un système qu'on appelle de patate chaude, de bubble event. Donc, on va faire, voilà ce qu'il nous propose. Regarde comment ça s'écrit. J'émets un événement avec l'item. Tiens, patate chaude. Tiens, je te le passe. OK? Et le parent fait, OK, je le chope. Je le chope comment? Via la méthode. Tu l'as, non? La méthode ici. Celle-là. Pourquoi? Parce que j'ai écrit dans mon HTML toEdit qui exécute celle-là. D'accord? Donc à chaque fois que le toEdit est appelé dans l'enfant, tu vois ici, là, il est appelé là, ça va bien générer la bonne information. Ok? On teste? On va voir donc dans notre template. Donc là, on a bien ça. C'est pas très joli, hein. C'est juste pour bien comprendre tout le fonctionnement d'Angular. On va dans console, on regarde dans notre info, et regarde quand je clique là, j'ai bien The Strike Back. Si je clique sur Revenge of Site, j'ai bien... ça fonctionne, ok? Donc ça veut dire que je vais même pouvoir créer, et c'est ce qu'on va faire pour la fin, je vais pouvoir créer en fait un système de formulaires, et on va aller voir les formulaires, c'est la toute dernière partie. Je ne vais pas voir avec toi les Reactive Forms, qui est un domaine un peu plus complexe, qui permet de faire des formulaires beaucoup plus complexes. Je vais te montrer ce qu'on appelle la banana in the box. Il y en a pour quelques minutes, et je vais te montrer ça. Donc pour ce faire, je ne vais pas complexifier en rajoutant un nouveau composant, parce que mentalement, ça peut être dur à comprendre. Je vais simplement te proposer ici un formulaire juste visuel dans mon liste vidéo game. Okay. Normalement, je le mettrai dans un sous-composant. Okay, donc là, ce que je vais faire, c'est que là, à cet endroit, je vais essayer de récupérer l'élément à éditer et je vais afficher mon formulaire. Mon formulaire, comment je le fais? Je le fais avec form. D'accord? C'est un formulaire. Je mets un bouton de type submit. De type submit. OK? Et je vais faire save, par exemple. Ce save-là, dedans, je vais mettre des champs, donc un input qui va représenter, par exemple, mon title. Type texte. Je vais dire qu'il est requis, obligatoire. Et donc là, je vais mettre mon crochet parenthèse, je vais t'expliquer ce que c'est, pour me connecter à quelque chose. Donc ça, on va le voir juste après. Mais voilà de base comment tu vas l'écrire, c'est un formulaire normal. Ok? Ce formulaire, je n'ai envie de l'afficher que si uniquement j'ai cliqué sur Edit dans l'enfant, dans Table Video Game, et donc que ça agit ici. Donc qu'est-ce que je vais devoir avoir? Bien dans mon liste vidéo game, je vais avoir un Edit Video Game. Donc on va plutôt faire video game to be editable, qui est de type signal, on va travailler sur les signaux, de type video game. Il est potentiellement nul ou undefined même d'ailleurs, ou undefined, tu vois, je peux potentiellement nul ou undefined. Ça me permet de mettre dans cette valeur ici par défaut, soit null ou undefined. Undefined, c'est la valeur par défaut quand rien n'est seté, et si je set, c'est un nul. D'accord? Donc là, je vais dire que de base, d'ailleurs, il est undefined. À partir de là, quand je récupère ici mon edit one, je ne vais pas faire comme ma console, je vais faire this. Ici, je vais le setter. Je vais prendre mon item, mon signal, et je vais le mettre dedans. C'est un conteneur en fait. Et comme ça, mon template va être au courant. Et regarde ce que je vais pouvoir faire. Je vais prendre ce vidéo game ici, et je vais dire if, @if, point d'interrogation, si ça existe vraiment, à ce moment-là, je vais générer mon HTML. Regarde ce qui va se passer. Tu as compris ce que j'ai écrit? Alors le if ici, on va le mettre plutôt comme ça. Là, je m'abonne, toujours pareil, c'est un signal. Je m'abonne dessus, et si je récupère une valeur, eh bien ça va générer tout ce code-là. C'est de la génération HTML. On a bientôt fini, on arrive vraiment à la fin.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, regarde, je vais cliquer, je vais attendre qu'il génère, hein, je vais te montrer ça. Voilà, regarde. Ici, si je clique là, regarde ce qui se passe. Hop, ça a fait apparaître ça. Ça a généré. Le arrobasif, hein, on appelle ça, c'est des directives structurelles, c'est-à-dire qu'elles permettent de définir ce qui doit être généré ou pas. Là, ici, si mon video games résulte est à nul, undefined, il ne génère pas ce HTML-là. C'est exactement pareil ici avec le arrobasif, d'accord? Ok? Très bien. Donc maintenant, on va aller voir donc la dernière partie à découvrir dans les fondamentaux de fondamentaux, vraiment le cœur d'Angular. Et c'est ce que je te propose là. On va aller voir donc la banana in the box. Ce qu'on appelle aussi le template driven form. En gros, le formulaire conduit par le template, donc ici. Et ce qu'on appelle aussi le forms module. Donc on a besoin de quoi? On a besoin de ce qu'on appelle le forms module. Tu découvriras donc une nouvelle notion qui n'existe plus dans Angular dans la création. On ne crée plus du tout de module. Mais le module était en fait un conteneur de services et de composants dans le temps avant Angular 14. Et maintenant, ils l'ont abandonné, ce qu'on appelle la standalone API. Ok, mais il y a du legacy, ça en fait partie. Le forms module va gérer toute la partie formulaire. Il va t'éviter, par exemple, de quand tu fais un submit, là comme actuellement, si je fais un submit, si j'ai pas mon forms module, ça va faire une requête HTTP post ou get vers mon serveur. Mais il n'y a rien du côté serveur. Tout se gère du côté client. Ok? Donc là, ce qu'il faut surtout, c'est surtout pas qu'il y ait de requête. Il faut que j'écoute. Et deuxième point, il va te gérer ce qu'on appelle le two-way binding. Crochet, parenthèse input, output sur mon champ input. Donc là, ce que je vais faire pour ce champ-là, il va représenter, je vais mettre un name pour bien le présenter, il est obligatoire. Le name, c'est title, donc le champ que je vais éditer. Et là, je vais dire, OK, j'ai besoin de m'abonner, ngModel, c'est une directive qui est propre à FormsModule qui dit, tu te binds sur le changement. Quand l'utilisateur va saisir la valeur, tu mets à jour automatiquement la propriété de ton champ à éditer. Donc ici, de mon objet. Je veux éditer quoi? Le title de mon video game to be editable. Ok? C'est ce que je veux changer. Donc là, ici, ce que je peux faire, c'est que je vais essayer d'optimiser ça un peu. Je vais faire un arrobaslet, donc edit item. Je vais faire un videogame point virgule. Ce edit item, je vais me mettre là. D'accord? Je vais me mettre là. Et cet edit item, je vais faire est égal à edit item point title. Regardez, il l'a reconnu là. Title. Donc là, ça veut dire que je veux mettre à jour ce title-là. D'accord? On va aller voir ce que ça donne. Pour te prouver que ça fonctionne, tout ça, je vais utiliser une pipe de débugage. Ça me permet de travailler encore les pipes, qui s'appelle JSONPipe. JSONPipe, tiens, la voilà. Elle te permet de voir la mise à jour en direct. Donc là, je vais me mettre là. Je vais refaire ici accolade. Je vais prendre mon edit item. Et je vais prendre ici edit item, pipe. Il génère en fait en texte l'objet et il le met en JSON, il le met en texte. D'accord? Je vais t'expliquer ça et c'est la fin de notre tuto. Ok, on va attendre que ça se rafraîchisse. Toi, ça va faire 1 heure et on va arriver à la fin. Ok, regardons. Ici, si je fais edit, là j'ai mon title. J'ai toutes les informations. Et là, donc du coup, ici, je vais avoir toutes les informations. Alors, c'est pas clair, mais regarde ce que tu obtiens. Tu obtiens bien tout l'objet, t'as vu? C'est tout l'objet JSON. Mais regarde ce que j'obtiens ici. J'ai bien Return of the Jedi. Tu vois? Return of the Jedi. Tout ça, c'est l'objet qui vient de la Web API. Tu vois, c'est ici, c'est lui. D'accord? C'est tout le contenu. Pourtant, on a dit, nous, qu'on voulait traiter en TypeScript que title et episode ID. Mais tu vois, on le récupère entièrement ici. Donc là, c'est pas très visible, c'est juste pour aider à débugger. D'accord? Donc là, on va faire Return of the Jedi. Et donc là, si je change point, virgule, regarde ce qui se passe ici. Tu le vois changer? Je suis en train de changer la référence. Ce qui montre bien que le two-way binding se met à jour. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pour finir tout ça. Ce système de crochet parenthèse, tu vas le mettre pour chaque champ que tu veux éditer. Au moment du save, tu vas t'abonner sur le clic ici. Au moment du save, tu vas t'abonner sur le clic et tu vas faire save one. Ok, save one. Save one de qui? Tu vas dire de mon edit item. Ok? Donc là, tu vas faire un save one. Et qu'est-ce que tu vas faire au save one? Tu vas te mettre ici. Tu vas te mettre là, save one. Tu vas dire, oh zut, lui il m'embête à chaque fois. Tu vas dire OK, save one, de item de type video game, void. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ta requête à ton API. Donc là, tu vas faire un console. Imagine, tu appelles ton API ici et tu vas faire http client.post par exemple. OK? .put. Et là, save to http. Web API. Et voilà, on a fini. On vient de finir le tuto. On a fait l'ensemble en 1 heure, 1h03 exactement, mais le temps de la présentation ça fait à peu près 1 heure. On a vu les fondamentaux de tout ce qu'il y a à voir, les fondamentaux de
Angular aujourd'hui, ce qui se passe, avec quelques nouveautés qui se passent encore déjà dans Angular 18, hein, donc les signoles, avec la standalone, depuis Angular 16, etc. Qu'est-ce qui manquera ici? Il manque beaucoup de choses, bien sûr. Toute la partie Web API d'enregistrement, notre Swappy ici ne le gère pas, donc j'ai pas pu aller jusque-là. Il nous manque toute la partie Reactive Form. Ici, on a utilisé la banana in the box, ici crochet parenthèse, le Forms module, mais on n'a pas géré aussi le système d'écoute des erreurs, de savoir s'il y a eu des erreurs, si mon formulaire est bon ou pas. Je t'inviterai à la voir dans la doc ou dans des tutos que j'ai pu faire. Il nous manque quoi aussi pour des formulaires beaucoup plus complexes, eh bien, il va nous manquer à utiliser Reactive Form, qui est beaucoup mieux. Je t'invite à aller le voir. Il va nous manquer quoi d'autre aussi? Toute la gestion des erreurs globales. Ouais, c'est clair. Mais aussi, on va pouvoir partir sur tester ce qui se passe dans Angular 19, Angular 20, avec les ressources qui sont, je tiens à le dire, donc encore expérimentales, même pas développeur preview. Mais bon, c'est à tester. Et donc, on pourra le voir dans la suite de ce tuto, dans d'autres vidéos. Il pourra nous manquer aussi toute la partie guard, c'est-à-dire les protecteurs de route. Il pourra nous manquer à aller voir les résolveurs qui permettent de charger le composant via une route que lorsque les données requêtes HTTP soient en retour, par exemple. Il nous manquera encore plein d'autres choses. On pourra gérer aussi tout ce qui va être les gardiens par rapport à l'authentification. Hein, ça peut être intéressant. Il nous manque toute la partie styling aussi, rendre beau notre application. Ici, elle n'est pas très jolie. Ici, techniquement même, il faudrait qu'on fasse un sous-composant, le passé. Dedans, les informations pour gérer ça spécifiquement via un composant. Tu vois, donc on peut aller très loin. Mais avec ça, tu as déjà les fondamentaux pour pouvoir t'en sortir dans les 3/4 d'une application Angular normale. Et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Après, c'est juste de la recherche, mais au moins, tu as toutes les tips and tricks de base, en fait, hein, pour créer une application Angular. On a vu donc, du coup, les fondamentaux d'Angular. Allez, à très vite pour d'autres tutos autour d'Angular. On va essayer d'approfondir ça. Je vais faire une application. J'ai déjà commencé l'application d'ailleurs. Et bien, je vais continuer à développer une application Angular. Elle était Angular 19 et je vais continuer Angular 20. Et d'ailleurs, je ferai prochainement une découverte d'Angular 20 complètement quand on va sortir. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à très vite. D'ici là, reste curieux, reste curieuse et reste curieuse. Oui, mais autour du code. Et bien sûr, et continue à coder. Ciao, ciao.